Quand un patron parle à un politique, ça se passe dans Enjeux croisés, une émission proposée par Enjeux les Échos. Aujourd'hui, nous recevons Laurence Parisot, dirigeante de l'IFOP et ancienne présidente du MEDEF. Bonjour Laurence Parisot. Bonjour. Et Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur Le Roux. Bonjour. Au cours de ce débat... Bonjour. Au cours de ce débat que j'ai le plaisir d'animer avec mon complice Yves Deray, nous évoquerons le rôle qu'on attend des partenaires sociaux, les syndicats et le patronat, le rôle également du Parlement dans un moment important. Nous parlerons aussi de patriotisme économique et d'Europe, quelques semaines après un scrutin aux allures de séisme. Justement, Bruno Le Roux, après le succès du Front National aux élections européennes, on a l'impression que c'est Marine Le Pen qui oriente le débat politique et même économique. Est-ce que vous, responsables politiques, vous vous déterminez aujourd'hui en fonction des thèses du Front National ? Non, je crois qu'elle n'oriente rien. Je crois qu'elle recueille aujourd'hui des mécontentements. Et des mécontentements qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, illégitimes. Le problème du Front National, c'est qu'il a sédimenté ces derniers mois, ces dernières années même, des mécontentements. La base est toujours la même. Il y a toujours une base de fachos, une base de xénophobes, une base de racistes, d'antisémites. C'est la base du Front National, c'est les dirigeants du Front National. Mais pour le reste, ils ont aujourd'hui agrégé des mécontentements, des peurs que nous n'avons pas su nous-mêmes conjurer. L'idée qu'il serait possible nécessaire, voire de se replier sur nous-mêmes, et que ce repli signifierait le patriotisme. Mais c'est une forme de nationalisme qui conduirait la France au suicide. Alors que le véritable patriotisme, c'est de retrouver la grandeur de la France dans la confrontation mondiale, dans la confrontation européenne, et de lui donner les armes pour réussir dans cette confrontation. Et donc de ce point de vue-là, la peur de la mondialisation, le retour sur soi-même, des frontières qui sont vues comme étant mythiques et qui n'existent plus dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous n'avons pas été capables d'y apporter des réponses, de faire aimer l'Europe, de lui redonner du projet, de lui redonner de l'élan, et c'est une faillite qui est une faillite collective à laquelle nous devons répondre. Ne pas considérer que le résultat de ces élections solde quelque chose, mais il ouvre une période qui est une période de reconquête, et il n'y aura pas de reconquête sans qu'on place les enjeux européens au cœur de la reconquête. On va y revenir. Laurence Parisot. Alors je partage tout à fait la conclusion de Bruno Le Roux. Il faut tout de suite se mobiliser pour la reconquête. Il faut parler de l'Europe totalement différemment de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Certes, la machine européenne est une bureaucratie qui est capable d'imaginer les pires règlements, mais l'Europe, c'est bien plus que ça. Et quand vous dites on n'a pas été capable de faire aimer l'Europe, je pense quand même qu'il faut avoir à l'esprit qu'il y a une responsabilité des partis politiques, y compris de celui auquel vous appartenez, parce que quand un parti de gouvernement aussi important que le Parti socialiste, ne sait pas, pendant toute une campagne, donner cet élan, expliquer tout ce que l'Europe nous a apporté. Au contraire, quand il a comme tête de liste, je pense dans le Grand Est, quelqu'un qui finalement reproche beaucoup de choses à l'Europe. J'évoque ici Édouard Martin, qui a des qualités par ailleurs, mais je pense qu'on est dans un paradoxe où à la fois vous savez qu'il faut de l'Europe, mais pendant les campagnes, vous n'osez pas le dire. Je le reconnais moi totalement, cette responsabilité. Et pour autant, je pense que la campagne a joué un rôle assez différent. Nous avons essayé, il y a les têtes de liste, elles n'existent que très peu dans le débat européen. Et nous avons essayé de faire pour la première fois une campagne européenne trop tardive. Beaucoup trop tardive. Cette idée trop courte et trop tardive. À cause des municipales ? Non, à cause du fait qu'on ne parle d'Europe qu'au moment où l'on est sur l'obstacle et qu'on a toujours de bonnes raisons de s'intéresser d'abord à des questions nationales et de faire de l'Europe bien souvent un bouc émissaire trop facile des difficultés que nous pouvons avoir, à ne pas être dans le débat. Et c'est vrai que la question de la croissance, même si je pense que le président de la République, depuis 2 ans, a essayé de faire en sorte que l'Europe puisse réagir différemment, puisse être un point d'appui. L'Europe est devenue pour beaucoup des Français, mais des Européens, plutôt un facteur d'empêchement qu'un facteur de construction. Et pourtant, il faudrait savoir expliquer tout ce qu'on a pu faire grâce à l'euro. Bien entendu. Le développement de nos entreprises
ça a été grâce à l'euro. Elles ont pu beaucoup plus facilement avoir accès à de nouveaux marchés. Et la croissance de ces dernières années, même si elle est en moyenne insuffisante, c'est faite parce qu'il y a le début d'un grand marché unique. C'est tout à fait fondamental aussi pour l'innovation. Moi, je note surtout ce que vous avez dit. C'est dramatique, le résultat des élections européennes. C'est symptomatique de quelque chose qui ne va pas du tout. Mais si cela sonne à une espèce de réveil, eh bien, allons-y. Mais là où il faut que nous allions, peut-être ensemble, même si, mais je l'espère en tout cas, c'est que l'Europe a été bâtie souvent autour de grandes idées, de grandes causes, d'éléments qui incarnaient la solidarité. Et elle est devenue pour beaucoup d'Européens une Europe de la compétition. Une Europe qui, en son sein même, organisait des compétitions qui étaient des compétitions néfastes au pays, néfastes à son unité, néfastes à des règles qui sont des règles sociales que l'on peut juger différemment, mais qui sont importantes. Et c'est pour ça que je crois que l'Europe doit retrouver le chemin de noms très concrets. Quand on parle aujourd'hui de l'énergie, l'Europe doit incarner la question de l'énergie. Quand on parle de l'agroalimentaire responsable, bio, du développement durable, l'Europe doit associer son nom à ça. Et on se met en compétition, mais pas entre nous, mais vis-à-vis du reste du monde. Tout à fait. Et donc sur l'énergie, on se pose la question du gaz de schiste. Pardon, juste, attendez, un instant. Un instant, s'il vous plaît. Vous savez que je me suis toujours posé la question. Je voudrais juste intervenir parce que c'est vrai que vous faites très exactement ce qu'ont font souvent les hommes et les femmes politiques quand on leur parle de Marine Le Pen, et notamment de ses propositions économiques, c'est-à-dire, vous l'avez traité tous les deux, un peu par l'indifférence et le mépris, vous en parlez même pas au fond. Vous les abordez pas, et vous les considérez comme négligeables. Vous avez évoqué évidemment les peurs sur lesquelles Marine Le Pen capitalise, les peurs des Français, etc. En même temps, c'est des électeurs qu'il faut considérer et qui sont pas forcément idiots. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne devez pas un peu penser à changer votre logiciel sur le cas Marine Le Pen, sur les propositions économiques qu'elle fait, et essayer de les discréditer à partir d'arguments sérieux, solides? Si vous permettez, j'ai écrit en 2011 un livre qui s'appelle « Un piège bleu marine » avec Rose Laprelle, dans lequel je démontrais et démontais tous les arguments de Marine Le Pen en expliquant que c'était des idées fausses et que par leur simplisme, leur démagogie, effectivement, elles impressionnaient et elles rassuraient face à la complexité par ailleurs du monde. Et suscite une adhésion quand même de gens qui votent pour le Front National. J'ai dit, attention, c'est un piège. Et très récemment, j'ai écrit une tribune dans Libération qui dit, attention, le piège se referme. Et pour éviter qu'il se referme complètement, il faut effectivement repartir à la conquête de ses électeurs et démonter les idées fausses. Ce qui ne veut pas dire laisser Marine Le Pen s'emparer seule de certains sujets. Je pense à la question de l'immigration ou de l'intégration. On peut l'aborder, et il faut l'aborder sous les deux angles. Il n'y a aucune raison que seule elle propose des solutions à quelque chose qui est effectivement important de débattre. Ce sont des idées fausses et des idées folles. Des idées fausses, parce que, et on le voit bien, vous nous demandez de réagir, je veux bien le faire, mais je réagis à des idées qui ne sont soutenues que par Marine Le Pen. Il n'y a pas de mouvement aujourd'hui d'écoles économiques dans notre pays ou même en Europe qui disent la réunion de ces idées fait aujourd'hui sens en matière de politique économique, peut redonner un nouveau souffle, parce que c'est bien cela ce qu'on demande à des idées économiques. Quand les écoles se battaient les unes contre les autres pour essayer de mettre en place des théories, c'était avec un objectif qui était un objectif de produire de la richesse, de produire de la croissance. Partis eurosceptiques qui ont fait des scores honorables. Mais bien entendu, mais je n'accepte pas l'idée qu'en prenant la peur de quelque chose, on en fasse de cette peur une réponse. Oui. Et c'est là que nous avons véritablement à faire. Quand on fait de la peur de l'euro la réponse demain à ce que pourrait être la fin de cette monnaie, mais que chacun, et c'est là que je dis que l'idée n'est pas simplement fausse, elle est folle, nous en payerions un prix, et les Français eux-mêmes en paieraient un prix absolument terrible. Ce qu'on entend, c'est la catastrophe si on appliquait les idées économiques de Marine Le Pen. Cette catastrophe-là, les gens n'en sont pas convaincus puisqu'elles n'ont jamais été mises en œuvre. Et comme vous le disiez vous-même,
à l'inverse, il y a très peu de projets enthousiasmants. Mais c'est bien pour ça qu'il faut. Mais c'est bien pour ça que la réponse à Marine Le Pen, pour moi, est une réponse d'abord dans la réussite de politiques qui sont menées aujourd'hui. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à des difficultés très concrètes. C'est ça la clé, Bruno. Bien entendu. Le jour où le chômage baissera significativement et durablement, le jour où tous les symptômes de reprise d'investissement, de projets seront évidents pour tout le monde, je suis persuadée que Marine Le Pen perdra en crédibilité. C'est aussi parce que depuis 10 ans, nous sommes en situation d'échec économique, très aggravée par la crise financière qui est venue des États-Unis, mais c'est cette situation qui explique le score de Marine Le Pen. Il faut donc avoir des changements très concrets, il faut une accélération du double objectif que nous ont donné les Français. Et quand je parle des Français, je parle en même temps des entreprises, c'est-à-dire faire baisser le chômage, faire baisser les prélèvements obligatoires. C'est les deux éléments sur lesquels les Français nous ont dit « Nous allons vous juger à partir de maintenant et nous voulons que ça aille vite ». Dans un deuxième temps, il faut reparler de l'Europe. Ce n'est pas parce qu'on sort les élections européennes qu'il ne faut plus parler de l'Europe. Et donc, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle s'empare de grands projets. Et puis, la troisième des choses, moi, je veux être le promoteur d'un patriotisme républicain. Je ne cède le patriotisme à personne. Il y a aujourd'hui, dans la façon dont on est notre pays, une grandeur à lui donner les armes pour aller se battre sur la scène mondiale. Et pour cela, il a besoin de l'Europe, mais il a besoin aussi de débats qui donnent le récit républicain de ce qu'est aujourd'hui notre République. Tout à fait d'accord, mais la vraie question est, allez-vous réussir à baisser les prélèvements obligatoires et donc à relancer l'investissement dans notre pays qui est en panne depuis des mois, pour ne pas dire des années, parce que nous avons un taux d'investissement relativement bas, voire négatif depuis quelque temps. C'est ça la clé. Est-ce que vous allez, puisque vous êtes responsable de la majorité, est-ce que vous allez durablement installer et de manière telle que la confiance reviendra chez les chefs d'entreprise et chez les investisseurs étrangers, les conditions d'une baisse des prélèvements obligatoires? Nous allons, de ce point de vue-là, respecter totalement, et dans une situation qui n'est pas facile, situation de demande sociale forte, situation à l'intérieur de la majorité politique, parce qu'il y a toujours des majorités politiques qu'il faut, mais nous tiendrons tous nos engagements, non pas simplement en matière de compétitivité pour les entreprises, ce que l'on appelle les 41 milliards, mais en matière de maîtrise de la dépense publique et d'économie, parce que ces 41 milliards porteront demain problème à la France s'ils ne sont pas financés par des économies qui sont des économies sur nos dépenses publiques. On ne peut pas aujourd'hui vouloir faire un effort pour les entreprises que l'on financerait demain par, de façon détournée, une hausse à nouveau des prélèvements obligatoires. Ça ruinerait tous les efforts. Et donc le double mouvement que nous devons avoir aujourd'hui, qui n'est pas facile, qu'il faut assumer politiquement, que j'assume totalement. C'est un mouvement de compétitivité, de solidarité aussi. Il y a des éléments qui touchent les entreprises et les salariés et les Français, les ménages. Mais de l'autre côté, notre enjeu principal, c'est la maîtrise de la dépense publique et c'est les 50 milliards d'économies qui sont prévus. Vous savez, je crois qu'on a fait un grand progrès en France parce que ce discours est finalement un discours auquel adhèrent beaucoup de décideurs et notamment les décideurs économiques. Mais à gauche comme à droite, on peut trouver beaucoup de gens qui sont en phase avec vous. Et ce que moi j'ai observé ces dernières années, c'est que face à ces grands principes, les problèmes d'exécution étaient extraordinairement nombreux. Et tout ça, c'est comme l'art de la guerre, hein, c'est tout un art d'exécution. L'exécution, le problème se posant dès l'élaboration d'un projet de loi, puis dans le vote du projet de loi, avec des amendements qui parfois vident le projet de sa substance, et puis ensuite encore exécution dans la déclinaison réglementaire. Est-ce que la réussite finalement et que nous souhaitons tous et dont nous avons besoin ne dépend pas d'abord d'un bon art d'exécution? J'ai eu, Laurence Parisot, il y a quelques semaines maintenant, une des meilleures nouvelles qui pouvait arriver. Lorsqu'un mardi après-midi, après une séance de questions d'actualité, j'ai appris, mais tout comme vous, un mini remaniement au sein du gouvernement avec la nomination de quelqu'un
que les Français ont appris à connaître d'ailleurs depuis maintenant quelques semaines. Mais on aurait pu nommer, pour simplifier, pour réformer l'État, pour simplifier la situation, on aurait pu nommer un préfet. Ça a été la tentation d'ailleurs. Il y a plusieurs propositions qui sont arrivées, notamment émanant des grandes administrations, pour dire on pourrait mettre l'un des nôtres pour faire cela. Et le Premier ministre et le Président de la République ont tenu. Ils ont dit c'est celui qui a fait les propositions, avec des chefs d'entreprise, Guillaume Poitrinal, qui va avoir la responsabilité demain de mettre en exécution tout ça. Et il sera relié à la réforme territoriale, et il sera relié au pacte de compétitivité et de solidarité. Je ne crois pas qu'une personne seule puisse... Mais c'est un signe de volonté, et c'est le signe que moi je partage totalement. La question de l'exécution est aujourd'hui ce qui nous pose le plus de problèmes, d'abord par l'étalement dans le temps, et par la dilution qu'il y a au fil du temps des engagements qui avaient été pris, et qui sont pris. Et ces deux éléments fondamentaux pour assurer la réussite de l'action que nous menons aujourd'hui. Alors, on voit bien la volonté exprimée par Bruno Le Roux dans le domaine de la compétitivité pour les entreprises. Vous avez parlé tout à l'heure des investissements étrangers. Il y a eu ce fameux décret Montebourg sur ces investissements étrangers qui permet en gros à l'État de bloquer des investissements étrangers s'ils mettaient en péril nos intérêts stratégiques. Est-ce que ce décret vous semble être d'une inspiration économique susceptible de dynamiser notre économie ou plutôt un peu populiste pour aller vite ? D'abord, la question de l'investissement est aujourd'hui une question essentielle. Elle concerne l'investissement intérieur, ce que nous, chefs d'entreprise, ou tout business angel, ou tout épargnant peut avoir intérêt à faire dans notre pays. Il faut avoir à l'esprit que la rentabilité de l'investissement, la rentabilité du capital ne cesse de baisser en France. Et ça, c'est très préoccupant pour le développement, la capacité d'innovation de nos entreprises. Et puis, il y a l'investissement extérieur. Comment faire pour être attractif, pour donner confiance, donner envie, tout simplement. Et ces dernières années, franchement, on n'a pas fait grand-chose pour améliorer notre image pour l'investissement. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy ? Il y a eu plusieurs phases dans le mandat précédent, mais quand, par exemple, un investisseur étranger entend parler d'un partage de la valeur ajoutée en 3 tiers, il ne comprend pas quelle langue économique parlent les Français. Et de la même façon, la déclaration, ou les déclarations plutôt d'Arnaud Montebourg à l'égard de certaines entreprises est absolument troublante quand il envisage la nationalisation de Mittal ou quand il s'attaque directement à l'actionnariat de PSA. Il y a une ambiguïté permanente. Quand Arnaud Montebourg et le Premier ministre signent un décret de protection d'un certain nombre de secteurs, il n'y a pas de choses choquantes en soi. On peut tout à fait considérer qu'il est de notre intérêt national, vital même, qu'il y ait un droit de regard de l'État au moment de certaines prises d'acquisition. Ce qui ne va pas, en revanche, c'est que la chose soit faite en pleine négociation d'un rachat possible de General Electric d'Alstom, par General Electric d'Alstom, et donc pour changer la règle du jeu à l'intérieur d'une négociation. C'est l'aspect opportuniste qui est tout à fait gênant et qui ne donne pas confiance, je pense, à l'étranger. Au-delà de ça, on a en France un discours général qui trouble beaucoup les investisseurs étrangers. De façon générale sur l'investissement, d'abord, je pense que c'est la notion clé. Et je pense que c'est celle qui peut nous permettre de nous retrouver parce qu'il y a besoin, quand nous faisons un effort aujourd'hui pour les entreprises, quand nous voulons mettre... Moi, j'ai envie que les Français aiment leurs entreprises. Ils l'aiment d'ailleurs plutôt. Ils ont un problème aussi avec les patrons, comme ils ont un problème avec les politiques de façon générale. Et moi, je vois bien ce que l'on nous dit sur le terrain. C'est bien souvent, mais qu'est-ce que vous allez faire comme cadeau ? Est-ce que vous croyez que ça va donner quelque chose ? Moi, je ne fais pas de cadeau aux patrons. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait une machine qui reparte pour capter
de la richesse, de la croissance, la redistribuer ensuite aux salariés d'abord, et ensuite aux Français. Et donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui d'une lutte contre le déclassement. Nous devons empêcher le déclassement de notre pays par la question de la compétitivité et par la question de l'investissement. Mais là où l'investissement est central pour moi, Laurence Parisot, c'est que je vois bien que nous y avons, nous, une dimension essentielle associée qui est l'emploi. Et que l'emploi, c'est pas automatique. C'est pas parce que l'on aide aujourd'hui, il va falloir, on sait très bien qu'un certain nombre d'entreprises ont encore des surcapacités dans notre pays, et donc c'est pas automatique. De l'autre côté, bien souvent dans le débat public, on nous dit et on nous renvoie régulièrement la question des salaires des patrons. Je crois que c'est à eux de fixer un certain nombre de règles, mais je ne crois pas que ça soit la bonne dimension d'aborder parce que cela renvoie au cadeau. La question de l'investissement, elle est centrale. Si nous arrivions dans les prochains mois à mettre en scène, pour peu que ça reçoive la réalité, quand je dis mettre en scène, c'est dans le bon sens du terme, mais à parler de projets d'investissement sur notre pays. C'est-à-dire que pour moi, ce serait la première chose qui devrait imager la réussite d'un pacte de compétitivité avec les entreprises, que l'on recommence à parler d'investissement, que l'on mette sur la table des projets, qu'on les fasse partager aux Français, et c'est la dimension, je pense, qui peut réconcilier dans le fait que les Français s'accaparent totalement ce pacte de compétitivité, de mettre la question de l'investissement au cœur du débat. Juste ce qu'a dit Laurence Parisot, vous l'entendez sur le décret Montebourg ? Sur le décret Montebourg, je l'entends totalement. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'un État, et nous en faisons beaucoup moins que d'autres, dans ce qu'est la protection, qu'un État sur des secteurs qui sont sensibles, surtout un pays comme la France, qui a une industrie nucléaire, qui a un poids dans le monde, qui a une industrie de défense, il doit pouvoir avoir un décret qui peut le protéger. Le prendre à ce moment-là, je pense que dans le débat, c'est là que j'ai un avis un peu différent, je pense que ça n'a lésé personne et que ça a pu même quelquefois faire l'affaire de chacun, même de ceux qui viennent des États-Unis et qui sont en discussion avec nous. Enfin, moi je voudrais rappeler que... C'est quand même un raisonnement subtil. Vous pensez que General Electric est ravi du décret ? Je pense que depuis le début, General Electric a une proposition qui est une proposition qui en matière de développement des activités qui sont celles aujourd'hui en France d'Alstom est particulièrement intéressante. Oui, mais et donc, le décret lui apporte quoi ? Mais le décret permet de dire qu'il peut y avoir aujourd'hui des investissements qui viennent d'un groupe américain en préservant totalement les intérêts stratégiques de la France, ce qui pouvait ne pas être totalement le cas auparavant. Et donc je ne suis pas sûr que des deux côtés, je ne suis pas sûr que ça a été un élément dans la discussion. A posteriori, mais oui, bon. Et en même temps, il y avait besoin de produire sur une industrie qui est centrale pour les Français, importante, des éléments qui puissent rassurer. Parce que si je pense que General, j'attends de voir ce que Alstom vient bien, parce qu'il y a une fibre européenne, bien entendu, dont nous discutions dès le début, mais je pense aussi que General Electric, d'abord, est un groupe qui, compte tenu de ses réussites en France, ne peut pas être évacué comme ça d'un revers de main compte tenu de ce qu'il fait, et que si l'enjeu, c'est demain, non pas simplement de préserver les sites, mais de développer l'emploi et les capacités industrielles de la France à partir d'un accord qui nous donne plus de puissance au niveau mondial, ça mérite quand même qu'on y réfléchisse, même avec un groupe américain. Je voudrais revenir sur un point très important. Vous avez dit, Bruno Le Roux, que les Français, au fond, aiment l'entreprise et qu'ils ont peut-être un problème avec les rémunérations de quelques dirigeants. Je crois que c'est très vrai. Et je crois qu'il faut bien le dire et même le répéter, ce point, parce que certains se gargarisent de l'idée que les Français n'aimeraient pas l'entreprise. En réalité, c'est ceux qui font... Beaucoup de patrons le disent. Mais beaucoup de patrons le disent, vous savez pourquoi ? Parce que, comme ça, ils se présentent en héros mal aimés, en victimes, mais c'est un jeu de dire ça. Les Français, d'abord, l'essentiel des Français actifs, travaillent dans les entreprises, dans une entreprise. Ils savent ce que c'est. Ils y participent, ils y contribuent. Et tout le monde a bien admis que c'était l'entreprise qui créait des richesses. Ce qui n'est pas, en revanche, acquis. Non seulement chez les Français, mais beaucoup aussi de politiques ont cette difficulté-là, c'est le lien entre la macroéconomie et la microéconomie. En quoi tel dispositif voté dans une loi de finances, qui semble vu de loin finalement mineur, peut avoir au niveau de l'entreprise, dans sa relation avec ses clients, ses investisseurs, ses partenaires, finalement des effets perturbateurs majeurs. C'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Arrêtons avec ce
ce lieu commun de les Français n'aiment pas l'entreprise, et travaillons plutôt. Les Français ont beaucoup appris en économie ces dernières années, grâce à la crise d'une certaine façon, mais améliorons la compréhension entre macro et micro. Mais il y a peut-être, pour réussir cette meilleure compréhension, à aller encore plus loin, et là je plaide un peu contre ce que je fais tous les jours, mais aller encore plus loin sur le dialogue social. Et à l'ériger véritablement, à être au centre du jeu, parce que tout ce qui relève du dialogue social est dans une logique où le Parlement, et là nous avons à trouver, dans ce qu'est la production de la loi dans notre pays, une capacité de dialogue avec... Il n'est pas possible d'imaginer, et moi j'ai le débat avec mes parlementaires, que les choses arrivent à l'Assemblée nationale sans pouvoir être évaluées, bougées, éventuellement amendées. Mais dans le même temps, il y a une place du dialogue qui doit procéder de tous les premiers échanges et qui doit donner l'esprit de la façon dont les choses doivent se passer. Il y a un souci sur la gouvernance actuelle. Votre remarque peut-être est une forme de reconnaissance d'un petit souci de gouvernance. Plus de responsabilité aux partenaires sociaux, sans squeezer, si je puis dire, le rôle du Parlement, c'est compliqué. On l'a vu, Laurence Parisot est à l'origine de l'accord qu'on a appelé l'ANI, et ensuite les parlementaires, les vôtres, les autres aussi, on dit, mais attendez, nous, on ne va pas entériner quelque chose de tout cuit. Honnêtement, je peux dire que ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Et bien entendu qu'il y a des parlementaires qui disent, mais il y a le dialogue social d'un côté, mais il y a la loi de l'autre côté, nous la faisons. Moi, je crois que l'équilibre. Je veux bien que ce soit bien passé sur ce cas-là. Il doit y avoir... Cet équilibre qui est difficile à trouver entre syndicats et patrons. Si ensuite il est c'est très compliqué. Cet équilibre, vous savez comment moi je veux le faire marcher, cet équilibre ? En ayant des rapports qui soient des rapports beaucoup plus fréquents entre les organisations syndicales, les organisations patronales et les majorités politiques, les mouvements politiques. Il n'est pas question que nous, au bout, nous soyons une chambre d'enregistrement. Il doit y avoir... Tout le monde doit connaître les contraintes des autres. Et une fois que l'on connaît nos contraintes, qu'on en a l'habitude de travailler ensemble, je suis pour que le dialogue social soit érigé comme quelque chose qui permet de placer les compromis que nous n'arrivons pas à avoir ailleurs. L'ANI, il était possible de l'obtenir dans le cadre qui était celui-ci, pas dans le cadre d'un débat à l'Assemblée nationale. Le texte aurait été très différent s'il n'avait procédé que d'un débat parlementaire. Je pense que cette question, elle est vraiment très utile qu'elle soit débattue aujourd'hui, parce que moi, je vois beaucoup de forces politiques souhaiter finalement réduire le rôle du dialogue social. Alors que toutes ces dernières années, on a fait des grands progrès. On est passé du dialogue social à la construction sociale. Ça s'est vu avec l'ANI, mais avec d'autres accords également. Il y a aussi bien à gauche qu'à droite des politiques et des syndicalistes aussi qui peuvent avoir cette sensibilité, qui considèrent qu'on ne peut pas évoluer que la France ne peut pas évoluer vers un modèle scandinave ou allemand. Et c'est pourquoi certains préconisent, par exemple, qu'un certain nombre de décisions soient prises par ordonnance. Bon. Moi, je crois sincèrement que ce serait très grave pour notre pays que le dialogue social soit minoré et que au lieu de continuer à avancer comme on l'a fait ces dernières années, il y a un recul. Ce serait nier l'histoire sociale de notre pays, et ce serait surtout ne pas vouloir le potentiel réformateur qu'il y a dans la confrontation, mais au sens positif du terme, entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés. On termine traditionnellement cette émission, parce qu'il nous reste peu de temps, avec une question un peu plus personnelle à chacun d'entre vous. Pas la question qui tue, mais quand même. Laurence Parisot, vous avez mentionné votre livre sur le Front National que vous aviez fait alors que vous étiez encore présidente du MEDEF. Oui. Pour autant, vous aviez refusé à l'époque de débattre avec Marine Le Pen. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous n'êtes plus présidente du MEDEF, vous accepteriez ce débat ? À l'époque, j'avais refusé parce que j'avais d'abord cette responsabilité de présidente du MEDEF et je ne voulais pas non plus contribuer à sa médiatisation. Et je pense que, d'une manière générale, la place qui lui est donnée est disproportionnée dans les médias. Elle a tout à fait la légitimité pour avoir accès, bien sûr, aux médias, mais l'importance qui lui est donnée me semble vraiment anormale. Si un jour... Vous avez fait un livre sur elle, quand même.
Mais c'est pas pareil. C'est un livre d'abord qui avait une approche scientifique, un livre sociologique, d'observation, un livre qui avait une dimension économique aussi. C'était un livre de résistance. C'était un livre qui effectivement était une marque, une profession de foi, et qui avait pour vocation de bien expliquer que contrairement à ce qu'on dit, les chefs d'entreprise ne sont pas des extrémistes. Ont la conscience d'un certain nombre de valeurs. Si un jour je devais débattre avec elle, cela signifierait qu'elle est passée encore à un autre stade de popularité et que je considérerais ça tellement dangereux qu'il faudrait effectivement que je m'investisse encore plus. Pour l'instant, elle n'y est pas. Non. Pour l'instant, elle n'y est pas. Bruno Leroux, est-ce que vous savez combien vous avez de membres de votre groupe à l'Assemblée qui sont issus du privé, qui ont travaillé dans le privé? Je vais vous dire un petit tiers. Parce que selon les décomptes de l'Assemblée, si on prend l'ensemble des 577, 78 cadres du privé. 78, on est loin du tiers. Et si on prend les chefs d'entreprise, 18, ou anciens chefs d'entreprise. Et dans votre groupe, sur les 18, j'en ai compté un. Je pense qu'il y en a plus. J'en ai plus en tête, en tout cas, Les déjà. services de l'Assemblée qui ont fait ces calculs, c'est François Braun. Est-ce que vous êtes satisfait de cette proportion, même si on n'est pas tout à fait sûr des chiffres? J'ai toujours dit depuis très longtemps que sur de très nombreuses dimensions, l'Assemblée nationale ne représentait pas la France telle qu'elle était. Tous les jours. Et dans le même temps, il y a des médiations qui s'opèrent par les partis politiques. Et donc, la question est aussi, dans ce pays, la capacité des partis politiques à s'ouvrir, à faire en sorte qu'ils puissent représenter cette diversité de la société. Ça va aller mieux, je l'espère, assez rapidement sur la présence des femmes à l'Assemblée nationale. Il y a une diversité à avoir sur les origines, qu'elles soient les origines en matière personnelle ou professionnelle. Donc, bien entendu, que je pense que l'Assemblée nationale a encore beaucoup de travail à faire pour représenter la société. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve donc en septembre dans Enjeux les Échos sur le site leséchos.fr pour un nouveau numéro d'Enjeux croisés. Merci.